Excellent. Je vais le mettre au début. Donc, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être là. Donc, bon, merci à toute l'équipe du panel aussi. J'ai vu plein de noms aussi que je connaissais là, dans tous les gens qui se sont connectés. Donc, moi, je suis ergothérapeute, effectivement, au CIUS de la capitale nationale. J'ai travaillé pendant 13 ans là, au Faubourg Saint-Jean en trouble de personnalité. C'est un peu une des deux raisons qui fait que c'est ici aujourd'hui. Je travaille maintenant en GMF, mais je suis aussi formateur en entretien motivationnel depuis 2014, puis membre du MINT, du Motivational Interviewing Network of Trainers depuis 2016. Donc, ça me fait extrêmement plaisir d'être là. Puis même si je suis très nerveux d'être là, je suis quand même là parce que je crois beaucoup à cette approche-là. Puis je crois beaucoup au fait que ça peut être très utile là, pour travailler avec les personnes qui ont un trouble de personnalité. Donc aujourd'hui, ben, deux objectifs là, qui en recoupent quelques autres, mais c'est de comprendre comment l'entretien motivationnel est utile auprès des personnes qui présentent un trouble de personnalité, puis d'explorer les différents liens qui existent entre des concepts clés de l'entretien motivationnel, puis différentes approches pour travailler avec les personnes qui présentent un trouble de personnalité. Fait que j'ai choisi de ne pas aller dans la distinction des approches. J'ai pris des concepts généraux pour les relier ensemble, puis voir comment ça peut nous aider concrètement à les appliquer. C'est sûr que les formations à l'entretien motivationnel, pour ceux qui en ont déjà fait, c'est très, très interactif. Là, fait que je ne suis pas habitué de présenter comme ça, mais ça me fait vraiment plaisir d'aller dans cette formule-là pour aujourd'hui. Juste avant qu'on se lance là, un petit peu plus précisément, ben, on se rappelle que l'entretien motivationnel, c'est une approche là, qui est une conversation avec une direction autour du changement. Puis c'est une approche qui est construite autour de 3 piliers. Puis on va voir comment chacun de ces piliers-là, ils peuvent nous aider autant en entretien motivationnel qu'avec les personnes qui ont un trouble de personnalité. Le premier pilier, c'est l'esprit de l'entretien motivationnel. L'esprit de l'entretien motivationnel, on parle ici vraiment du climat, de ce qu'on installe dans nos entrevues avec les gens, dans nos conversations avec les gens. Le premier, c'est le partenariat. Et là, déjà là, on voit qu'il y a vraiment quelque chose de très, très intéressant au niveau du travail avec les gens en général, mais des gens avec un trouble de personnalité, dans l'idée qu'on veut impliquer les gens. On travaille avec eux comme si ce sont des partenaires. Et des fois, de travailler avec des gens qui s'impliquent moins, qui peuvent mettre des choses en échec, au contraire, qui ont tendance à s'impliquer beaucoup, à vouloir être dans le contrôle, bien, de ramener cette idée-là de partenariat, de vraiment d'égal à égal, puis d'implication des deux gens. Les deux personnes ont de l'expertise à amener autour de la table. Il y a quelque chose d'intéressant. Au niveau de l'acceptation, non-jugement, on voit ici que travailler avec des personnes qui peuvent avoir des comportements dommageables, travailler avec des personnes qui peuvent vivre un haut niveau de stigmatisation, entre autres par nous, les intervenants de la santé, eh bien là, on veut vraiment aller dans un haut niveau d'acceptation puis travailler avec ça. Puis on va le voir dans l'exemple clinique à la fin, la différence que ça peut faire. La bienveillance, l'altruisme, je passe rapidement parce que c'est l'idée de bien vouloir l'autre, mais on s'attarde aussi au dernier qui est de renforcer le pouvoir d'agir. Et là, il y a vraiment quelque chose au niveau de renforcer le pouvoir d'agir qui, encore une fois, c'est central dans ce qu'on souhaite faire avec les personnes en santé mentale en général, mais particulièrement aussi avec les personnes qui ont un trouble de personnalité. Au niveau des compétences, je ne les passerai pas une par une, ce sont toutes des compétences que vous connaissez. L'idée en entretien motivationnel qu'on veut retenir, c'est que ces compétences-là, ils nous servent à deux grandes choses. Un, ils nous servent à soigner la relation, puis on va revenir à ce thème-là. Et deux, ils nous servent à nourrir le discours changement. Le discours changement de l'entretien motivationnel, c'est central, c'est ce qu'on vise, c'est une approche qui est centrée sur la conversation. Les processus en entretien motivationnel, c'est un petit peu le déroulement. C'est ce qui nous aide à voir où est-ce qu'on se situe dans l'entretien motivationnel. Ce qui est spécifique à l'entretien motivationnel, c'est la troisième, c'est évoquer. C'est la notion de faire évoquer le discours changement, c'est qu'on va aller vers le changement. Et ce qui rend l'entretien motivationnel efficace, c'est la composante focalisée. C'est s'assurer qu'on parle de la bonne chose, s'assurer qu'on parle du bon sujet qui va nous mener au changement, si on veut. L'entretien motivationnel, je vous attarde ici à cette diapo-là parce que c'est ça qui la rend aussi intéressante, cette approche-là, c'est que c'est une approche qui se combine à plein de choses. Et souvent, on va dire que l'entretien motivationnel, c'est une approche qui nous permet de réfléchir à pourquoi changer, pourquoi ça vaut la peine de changer, pourquoi ça fait du sens pour moi, puis comment je peux développer ma confiance à changer, versus les autres approches qu'on a, qui sont toutes aussi bonnes aussi, mais qui nous attardent souvent à comment on va changer. Et c'est pour ça que souvent, l'entretien motivationnel, on va dire que c'est très, très
jumelables à tout type d'approche. Et c'est là qu'on va vouloir vraiment passer plus de temps dans le pourquoi changer, qui se situe justement dans les processus de focalisation puis d'évocation qu'on vient de nommer rapidement. Le discours changement, c'est ça que je vous disais, on travaille en entretien motivationnel avec l'idée que plus on va nourrir le discours changement, plus la personne va nous parler de son discours changement, plus il y a de chances qu'elle change. C'est une approche qui est très, très axée sur la conversation. Vous allez voir, on va y revenir, là. Mais là où je veux faire peut-être un lien avec les gens qui ont justement des troubles de personnalité, c'est que l'importance, c'est très, très relié au sens qu'on va accorder au changement. Et là, dépendamment des types de changements qu'on va vouloir faire dans notre vie, il y a une composante qui peut pratiquement être identitaire dans comment je vais vouloir identifier ce changement-là. Et c'est là que travailler avec des gens qui peuvent avoir des difficultés, des fois à se connaître, à savoir qui ils sont, bien, il y a vraiment quelque chose à nourrir qui va venir faciliter ce changement-là. Et la confiance, bien, on le sait que la confiance, c'est quelque chose en santé mentale en général, mais encore une fois avec cette clientèle-là, qui est vraiment, il faut vraiment faire attention à la confiance et on va vraiment porter une attention particulière à comment la nourrir, comment la bâtir pour vraiment venir favoriser le changement. Avant qu'on se lance un petit peu plus loin, je m'étais fait une petite diapo sur les mythes et réalités. Il y a des choses qui ont existé, qu'on entend moins, mais qu'on entendait beaucoup dans les débuts de l'entretien motivationnel au niveau des mythes entre l'entretien motivationnel et les troubles de personnalité. Le premier, c'est que les gens disaient, ben, il faut vraiment modifier l'approche de l'entretien motivationnel pour travailler avec les personnes qui ont un trouble de personnalité, voire même on entendait que c'est quelque chose qui se faisait pas. En fait, puis ça, je vais le référer à un balado que j'avais écouté avec Dr. Chanu, que certains connaissent peut-être. Mais tu sais, au contraire, on va même dire que c'est quelque chose qui va se combiner avec plusieurs approches qu'on peut utiliser en entretien motivationnel. C'est quelque chose qui va avoir un impact sur notre sentiment d'impuissance. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas nécessairement besoin de modifier. C'est quelque chose qu'on a besoin de pratiquer. C'est quelque chose dans lequel on a besoin de se peaufiner. Mais l'approche de l'entretien motivationnel telle qu'elle existe, puis on va voir les compétences les plus utiles, va vraiment venir supporter le travail qu'on va faire avec les gens qui ont un trouble de personnalité. Il y avait un deuxième mythe qui existait, qui disait qu'il ne fallait pas nécessairement utiliser la compétence valorisée en entretien motivationnel avec les gens qui ont un trouble de personnalité. Encore une fois, au contraire, puis on va le voir dans les compétences les plus utiles, c'est même une compétence qu'on va particulièrement vouloir utiliser, puis on va voir comment l'utiliser, puis comment la distinguer de c'est quoi une valorisation, entre autres de ce qu'on pourrait associer par exemple à une félicitation. Et une dernière, c'était que, puis ça, c'est une que moi j'ai plus entendue des fois dans les formations que je donnais, puis particulièrement au début quand je commençais, c'est comment on combine l'approche de l'entretien motivationnel et l'utilisation d'un cadre thérapeutique. Puis on va voir que non seulement ça se combine bien, mais c'est quelque chose qui peut même se renforcer par l'utilisation de l'entretien motivationnel. Les compétences les plus utiles, je faisais référence là, à une conversation que peut-être certains d'entre vous ont déjà entendue, mais dans un balado sur l'entretien motivationnel où Dr. Florence Chanu avait été invitée, puis elle parlait des compétences les plus utiles en entretien motivationnel pour travailler avec les personnes qui ont un trouble de personnalité. Et la première, c'est vraiment la valorisation. Fait qu'on va porter une attention particulière. Et là où on va être un petit peu puriste là, dans l'utilisation de la valorisation, puis sur commencer en entretien motivationnel, c'est qu'on va mettre un accent qui va être marqué sur le sens plus que sur le comportement. Ça va nous permettre plusieurs choses. Entre autres, ça va nous permettre de valoriser plus souvent parce que on va pas valoriser sur le résultat, on va pas valoriser sur la finalité, mais on va venir valoriser sur le sens. Et ça va nous permettre une autre chose aussi, c'est que ça va nous permettre de valoriser, par exemple, les compétences qui est franchement intrinsèque à la personne et donc de généraliser cette valorisation-là, en fait, à d'autres choses pour aller vers le changement. Ça permet, entre autres, d'utiliser nos valorisations plus souvent, mais c'est aussi la valorisation en entretien motivationnel, une des compétences qui est les plus prédictrices de changement. Pourquoi? Parce qu'elle est directement reliée à nourrir le sentiment de confiance, qui est un des deux éléments dont on parlait tantôt. Je vais tout de suite vers la troisième, là, je m'excuse de ne pas aller dans l'ordre, mais on va porter une attention particulière à tout ce qui touche l'estime de soi. Donc, parce que c'est une clientèle qui a vraiment quelque chose je veux dire, à protéger ou à prendre soin au niveau de l'estime de soi, il y a quelque chose d'extrêmement fragile. Eh bien, l'entretien motivationnel, ça nous invite déjà à être très attentif au discours. Puis on va distinguer trois types de discours, le discours de maintien, le discours de changement, et là, on va ajouter, si on veut, une lunette particulière à tout ce qui touche l'estime de soi au niveau
du discours et on va vouloir venir ben, protéger, valoriser, des fois même défaire certains mythes par le demander, partager, demander, pour vraiment là, que s'assurer que si la personne a un discours, par exemple, très, très dénigrant envers elle, ben, on va porter une attention particulière et essayer de faire très, très attention à ça. Et on va le distinguer, puis ça, souvent, ça va être dans le discours changement qu'on va avoir accès à ce discours-là sur l'estime de soi, puis on va vouloir vraiment l'utiliser. Euh, L'autre type de discours, la résistance, on va y revenir, mais dans la relation. Et des fois, il va y avoir du discours qui va toucher l'estime de soi, mais de l'autre côté, si on veut, dans le discours maintien, ça aussi, on va vouloir vraiment prendre soin de ça, puis faire très attention à ça. La deuxième compétence, c'est les reflets. Puis tout le monde connaît ça, les reflets. Tu sais, ça a comme première fonction d'être très, très empathique, mais comme deuxième fonction, des fois, d'amener la personne à se regarder un petit peu plus, d'amener sa réflexion un petit peu plus loin. Ce qui, euh, Ce qui était mentionné par Dr. Chamu, qui était particulièrement intéressant au niveau des reflets pour les gens qui ont un trouble de personnalité, c'est de s'assurer que les reflets, ils viennent reconnaître l'intensité qui est vécue par la personne. Les gens qui ont des troubles de personnalité vivent des fois les choses de façon très, très intense. Et le fait que nos reflets attrapent pas ça, qu'on aille vers des reflets qui sont animés un petit peu plus normalisants, ça peut rapidement être vécu comme étant invalidant. C'est qu'on va vouloir venir valider l'expérience de la personne, s'assurer que le reflet soit très, très juste au niveau de l'intensité. Par contre, la nuance qu'on amenait, c'est qu'on va vouloir mettre des points de référence dans le temps. Tu sais, on sait que l'intensité, elle est temporaire. Donc, on va mettre un point de référence dans le temps, dans la façon dont on va faire notre reflet pour que l'espoir continue d'être suscité. Donc, par exemple, quelqu'un qui va dire qu'il est désespéré, mais on ne va pas lui refléter qu'il est triste, mais on va lui refléter qu'il y a quelque chose il était désespéré à ce stade-là pour cette journée-là, et on va choisir de formuler notre reflet de cette façon-là. Maintenant, il y a toute la notion de reflet complexe, reflet simple, même en entretien motivationnel récemment, il y a même la notion de valorisation simple, valorisation complexe. Fait que le niveau de complexité dépend de nos objectifs, dépend de où on va aller avec l'entretien, puis dépend de si on est dans le changement ou si on est dans la relation. Ça, c'est clair. Parmi les compétences les plus utiles, une autre qui était mentionnée, c'était l'exploration des valeurs personnelles. On parle de cartes des valeurs qui sont disponibles sur les différents sites d'association en entretien motivationnel. Et c'est cette idée-là qu'il y a quelque chose là-dedans qui va nous permettre de réfléchir à comment faire face à des problèmes récurrents, des problèmes qui sont cycliques, des problèmes que les gens, ça fait longtemps qu'ils essaient de changer, des gens qui reviennent souvent dans nos services. Mais il y a vraiment cette idée-là de réorienter l'entretien vers ce qui est vraiment important pour la personne. Et on parlait tantôt qu'il y a des fois, il y a une composante identitaire au changement, mais c'est clair qu'il va y avoir un travail à faire à ce niveau-là. Tu sais, c'est quelque chose tu sais, moi, des fois, je travaillais avec les gens en me disant, ben, est-ce que c'est vraiment vos valeurs ou ça semble être un code de conduite que vous semblez vouloir vous inculquer ou vous dicter, puis comment qu'on essaye de distinguer ça et comment ça peut favoriser le changement qui est un petit peu plus profond, si on veut. Puis c'est aussi quelque chose qui va nous permettre de changer via le sens plus que de changer, je vais dire, un comportement précis ou une résultante, si on veut. Le dernier, c'est un ajout que je me suis permis de faire. Ce n'était pas nécessairement mentionné dans cette liste-là, mais c'est quelque chose que moi, j'ai trouvé particulièrement utile. Et je trouve que c'est quelque chose qui s'ajoute particulièrement facilement dans les entrevues. C'est très tiré d'une des compétences dans l'entretien motivationnel qui s'appelle le demander, partager, demander. Et c'est vraiment cette idée-là que pour échanger de l'information, pour donner une opinion, pour prodiguer un conseil, on va toujours partir de soit demander la permission, soit de ce que l'autre connaît, ou des deux. C'est-à-dire qu'on va vraiment se mettre dans une position où euh, je pars de l'autre, en fait, avant de faire ça. Donc, est-ce que tu me permets d'aborder tel sujet? Qu'est-ce que tu connais sur ce sujet-là? Euh, et ensuite, de se permettre de dire, parfait, est-ce que tu me permets de corriger ce que tu as amené? Est-ce que tu me permets d'ajouter quelque chose à ce que tu viens de me mentionner par rapport à ça? Et ensuite de dire, qu'est-ce que tu en penses de ce qu'on vient de discuter? Qu'est-ce que tu retiens par rapport à ce qu'on vient de discuter? Et ça installe vraiment quelque chose au niveau du partenariat, au niveau du climat qu'on souhaite créer. Tu sais, on faisait référence à l'esprit tout à l'heure. C'est vraiment au niveau de l'esprit qu'on va ajouter quelque chose ici. Et c'est vraiment dans cet échange-là qu'on va vouloir aller là, en entretien motivationnel. C'est une compétence là, qu'on peut utiliser pour plusieurs choses et entre autres, on va y revenir, mais pour le cadre thérapeutique. Là.
Je me suis permis de contraster des concepts clés en intervention pour les gens qui ont un trouble de personnalité et des concepts clés en entretien motivationnel, puis de faire des liens. Là, comme vous le voyez dans le haut, j'ai comme changé l'ordre à la dernière minute. Fait que c'est pour ça que c'est écrit 3 sur 4. Il y en a 4, mais normalement, ça aurait pu être un ici. Euh, un des concepts clés, on sait, pour travailler avec les gens qui ont un trouble de personnalité, c'est cette idée-là de cadre thérapeutique. Et on sait qu'on veut que le cadre il soit prévisible, on veut qu'il soit pas punitif, on veut qu'il soit cohérent, puis on veut qu'il soit intégré autant par l'intervenant que par la personne. Et là où l'entretien motivationnel, bien, la notion de focalisation, s'assurer qu'on parle de la bonne chose, et la notion de partenariat va vraiment nous être utile pour le cadre thérapeutique. C'est vraiment dans cette construction-là. Nous, ça nous est arrivé de le faire même en groupe, tu sais, de partir de des questions du style, ben, qu'est-ce que vous pensez que ça prend pour que cette thérapie-là fonctionne pour vous? Et pas surprenamment, en fait, c'est sûr que les gens avaient ça à l'intérieur d'eux et les choses qu'ils mentionnaient faisaient généralement partie du cadre. Fait qu'ils vont dire, ben, on doit être présent, on doit être dans un état propice à profiter de la thérapie, tout ça. Et c'est là où on va venir ajouter, on va dire, ben, parfait, nous, dans la façon dont on fonctionne, après X nombre d'absences, après 2 absences ou après 3 absences, on fonctionne de telle façon. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ça? Vous en êtes où par rapport à ça? Et on discute. Et c'est là où on va venir construire le cadre et l'intégrer. Et on peut le faire autant pour un cadre à construire que pour un cadre qui est déjà présent. L'idée, c'est que quand le cadre est déjà présent, ben, on va vraiment le proposer en partenariat puis voir ce que la personne va faire. Fait que c'est là où le cadre thérapeutique puis le partenariat, c'est vraiment quelque chose qu'on peut vraiment mettre ensemble au niveau de l'entretien motivationnel puis des troubles de personnalité. Un des concepts clés, c'est la notion aussi de transfert contre transfert. Je suis conscient qu'il y a plus que l'impuissance dans le transfert contre transfert, pardon, mais je l'ai mis parce que c'est particulièrement présent, puis c'est un de ceux qui est peut-être le plus difficile des fois comme intervenant. Euh, et ça, vous allez voir, si jamais vous avez la chance d'écouter la balado auquel je fais référence là, depuis le début, c'est une des choses qui est les plus marquées. C'est vraiment cette idée-là de se dégager un petit peu de cette impuissance-là. Et c'est très associé à ce qu'on appelle en entretien motivationnel le réflexe correcteur. Le réflexe correcteur en entretien motivationnel, juste un mini rappel par rapport à ça, c'est cette idée-là qu'on veut corriger un problème comme intervenant. Donc, on est tous formés comme intervenants à évaluer des difficultés, à évaluer des choses qui vont moins bien et à vouloir venir aider. C'est un réflexe qui est extrêmement bienveillant, mais on veut venir aider. L'idée, c'est de travailler de façon réflexive puis de revenir vers l'autre. Parce qu'effectivement, le réflexe correcteur est quelque chose qui nous amène dans l'impuissance et quelque chose qui est particulièrement ressenti par les gens qui ont un trouble de personnalité si on tombe dans une forme, dans une joute de contrôle, si on veut, là, par rapport à ça. Et c'est pas nécessairement quelque chose qu'on va faire consciemment à ce moment-là. Fait qu'il y a vraiment cette idée-là d'être vigilant par rapport à ça, puis de revenir à la relation si on sent qu'il y a quelque chose qui se passe de ce côté-là. L'autre concept que je voulais mettre de l'avant, c'est vraiment cette idée-là de gestion de l'impulsivité. Ça fait souvent partie de ce qu'on va vouloir travailler avec les gens qui présentent des troubles de personnalité. J'ai mis gestion de l'impulsivité, mais honnêtement, ça aurait pu être tout ce qui est comportement dommageable, si on veut. Et il y a vraiment une attention particulière, puis particulièrement récemment en entretien motivationnel, qui nous invite à venir considérer et bien définir l'ambivalence, mais même valoriser l'ambivalence. Parce qu'on va vouloir venir définir cette ambivalence-là, un peu les deux côtés de la médaille. On va vouloir établir avec la personne qui a une direction clinique franche vers laquelle on veut aller au niveau de l'ambivalence, puis de façon transparente, notre but, c'est d'influencer, entre guillemets, d'un côté de l'ambivalence, mais on va vouloir venir valoriser que l'ambivalence, c'est quelque chose qui va venir nourrir le processus réflexif. Donc oui, c'est quelque chose qu'on veut résoudre, mais c'est pas quelque chose qu'on veut résoudre à tout prix, puis c'est à la limite quelque chose qu'on veut résoudre de façon constructive. Fait qu'il y a cette idée-là où on peut vraiment, encore une fois, les contraster, ces concepts-là, puis on va vouloir utiliser l'ambivalence d'une manière constructive, s'assurer qu'on va venir distinguer l'ambivalence du statu quo, d'une réflexion qui est moins constructive, puis même venir valoriser qu'il y a quelque chose de vraiment riche à se permettre d'être dans l'ambivalence par rapport au changement, puis il y a même quelque chose à normaliser dans le fait d'être dans l'ambivalence par rapport au changement. Finalement, le dernier, ben, c'est le même concept pour les deux. On sait que la relation est vraiment au cœur de ce
de ce qu'on veut travailler avec les gens qui ont un trouble de personnalité. C'est vrai partout en entretien motivationnel, en santé mentale avec les gens qui ont un trouble de personnalité. Euh, Là où je trouvais intéressant de mettre ce concept-là, c'est qu'en entretien motivationnel, souvent le concept de soigner la relation, ils vont concrètement dire, ben, il y a deux enjeux qui sont reliés à ça. C'est quand il y a une résistance dans la relation, il va y avoir soit un enjeu d'empathie, soit un enjeu d'autonomie. Et l'entretien motivationnel va nous encourager à revenir à ça. On se rappelle que l'entretien motivationnel, là, il définit vraiment la résistance comme étant dans la relation. Fait qu'on n'est pas dans c'est pas la personne qui est résistante, c'est la nature de ce qui se passe dans notre relation qui crée cette résistance-là. Et s'il y a une perception de la personne qu'on n'est pas nécessairement dans l'empathie ou qu'on n'est pas nécessairement dans l'autonomie. Ça ne veut pas dire que comme intervenant, on ne l'est pas, ça veut dire qu'il n'est pas perçu nécessairement comme ça. Et c'est à nous de prendre cette responsabilité-là de venir soigner la relation en démontrant de l'empathie, en redonnant de l'autonomie de différentes façons. Euh, les exemples cliniques, je m'arrête peut-être au premier, on verra, vous m'arrêterez si jamais ça dépasse dans le temps. J'ai mis automutilation, mais ça pourrait être tout ce qui est comportement dommageable parce que ça fait souvent partie de ce qu'on veut travailler avec les gens. Je vous amène tout de suite à la quatrième piste. Tu sais, l'entretien motivationnel nous dit que la personne, elle ne veut pas se nuire. Puis on peut même se dire dans notre tête, puis c'est même un reflet qu'on pourrait faire, que dans la situation actuelle, c'est le meilleur moyen qu'elle a trouvé pour faire face à sa souffrance. Maintenant, il y a déjà là un enjeu de focalisation. On peut discuter avec la personne, ben, qu'est-ce qu'on fait si elle, son objectif, c'est diminuer sa souffrance? Et qu'est-ce qu'on fait si nous, notre objectif comme intervenant, c'est d'améliorer le fonctionnement, c'est d'améliorer la santé, c'est d'améliorer d'autres composantes peut-être de sa vie. Et elle est dans un stade où son objectif, elle, c'est de diminuer sa souffrance. Déjà là, on peut mettre sur la table qu'il y a potentiellement des objectifs différents et comment on va travailler avec ça. Ensuite de ça, l'entretien motivationnel va nous inviter à voir, ben, c'est quoi le sens de ces gestes-là et quelles sont les valeurs profondes que je peux aller fouiller pour identifier la source de changement par rapport à ça. Donc, vraiment nous inviter à travailler de façon réflexive. Et on voit que j'en ai mis quelques-uns pour des exemples, mais il pourrait en avoir plein d'autres. Mais il y a des enjeux de santé, des enjeux de contrôle, des enjeux d'efficacité, des enjeux de gestion de l'intensité. Il y a plein de choses qui peuvent apparaître au niveau de ça. Et c'est là où on va vraiment vouloir ensuite poser nos questions différemment. Puis au lieu d'aller dans des questions qui vont être centrées sur le geste, centrées sur ce qu'on veut gérer, qui pourrait être en quoi c'est important pour vous de cesser l'automutilation, c'est quoi pour vous l'avantage de cesser ça, ben, on pourrait poser des questions, ben, en quoi pour vous c'est important d'être une personne qui est en contrôle, en quoi pour vous c'est important d'être une personne qui gère ses comportements difficiles d'une façon efficace. Et là, on va se centrer sur ça. Et ça, quand on fait ça, on s'éloigne aussi de ce que nous, comme intervenants, on pourrait trouver important. C'est-à-dire que on est tous des intervenants de la santé. C'est sûr que la première chose qui nous vient en tête, c'est la santé, mais l'idée, c'est de partir de soi plus que de partir de l'autre par rapport à cette réflexion-là. Le deuxième exemple, c'était en groupe, puis honnêtement, je vois le temps qui file, là, fait que je me tourne vers les gens du panel. On peut y aller, mais On oui, peut y aller. ça va être le temps de conclure. Merci, Gabriel. Fait que le deuxième exemple, c'est en groupe. Ça, c'est un groupe qu'on a longtemps fait. En fait, l'entretien motivationnel dans ce groupe-là était vraiment plus dans le processus. C'est-à-dire que on n'avait pas de thème prédéterminé, c'était que les gens qui décidaient de la nature du thème. La direction, c'était de parler de changement, et les gens arrivaient avec leurs expériences de la semaine, leurs expériences qu'ils avaient vécues, même par rapport au changement. Et les animateurs étaient des guides. Donc, les gens étaient autonomes dans le choix du sujet, autonomes sur comment ils décidaient de quel sujet ils parlaient s'il y en avait plus qu'un, autonomes sur comment ils définissaient ça. Et on utilisait notamment le demander, partager, demander pour partir de ce que le groupe connaissait sur ce sujet-là, établir en quoi c'était utile pour le changement, puis repartir avec comment il pouvait partir. Fait que je fais ça rapidement, mais si vous voulez plus d'informations sur ce groupe-là, ça va me faire plaisir. J'ai mis quelques références, puis j'ai oublié de mettre les deux sites. Fait que Camille me mentionnait qu'elle les mettrait là, dans le chat. Donc, la première, c'est pour le balado dont je vous parlais. Honnêtement, c'est un balado en anglais, mais c'est un bijou pour vrai d'entendre les gens réfléchir sur l'entretien motivationnel et les troubles de personnalité. Vous trouvez les deux autres pour la référence, le livre le plus récent, le livre L'entretien motivationnel en groupe, et une référence là, de ce qui a influencé mon travail auprès des gens avec troubles de personnalité. Les deux sites dont je vous parlais, c'est le site du MINT, le Motivational Interview Network of Trainers, et l'AFDEM, l'Association francophone de diffusion de l'entretien motivationnel, rempli aussi d'outils, de vidéos, de réflexions par rapport à l'entretien motivationnel, de publications. Fait que je m'arrête là. Je vous remercie grandement pour votre attention.
Puis c'était un plaisir. Puis n'hésitez pas si vous avez des questions, que ce soit là ou même par courriel un peu plus tard. Ça me ferait vraiment plaisir. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Gabriel.